Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Bonne année pour ceux qui ne sont pas venus sur les webinaires précédents. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonne année 2024. Vous êtes plus de 400 à vous êtes inscrits aujourd'hui. Donc, on a déjà reçu beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre. On va avoir une présentation assez dense. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. On est le média pour les Français aux États-Unis depuis maintenant 16 ans. Alors, aujourd'hui, on a un expert, pas des moindres. On a la chance d'avoir Olivier Sureau. Il est expert comptable, diplômé et CPA, cofondateur de Jade Fiducial, société de comptabilité et de fiscalité pour les entreprises et les particuliers français ou américains, basés notamment aux États-Unis. Le point fort d'Olivier, c'est sa connaissance des traités internationaux avec les pays francophones, la France en tête bien sûr, avec une solide expérience depuis plus de 20 ans. On va essayer de voir pas mal de choses aujourd'hui. J'essaie de les faire dans l'ordre. Quand est-ce qu'on devient foyer fiscal américain? Quelles sont les déclarations fiscales fédérales américaines, françaises à effectuer? Quel revenu s'applique la fiscalité américaine et française, le cas des retraites, de l'assurance vie et du patrimoine immobilier. Le retour en France et on va finir par les formulaires à remplir et le calendrier prévu pour 2024. Alors, vous pouvez poser vos questions. On est aussi en direct sur LinkedIn. Je les vois. Posez vos questions. Et sinon, sur Zoom, vous pouvez y aller. Posez vos questions tout de suite. Et on va essayer d'y répondre à la fin. Si vous pouvez poser des questions d'ordre général et pas trop longues, avec pas trop de détails personnels, ce serait super. Ça nous permet voilà, que tout le monde puisse avoir des réponses d'ordre général. Et puis, sans plus tarder, Olivier, je vais te donner la parole. Je vais te laisser partager ton écran aussi. Et puis, on va pouvoir lancer la présentation. Merci beaucoup Romain, bonjour à tous et merci encore à Romain et toute l'équipe de French Morning pour avoir organisé ce séminaire, ce petit webinaire. Hop, voilà, maintenant vous avez sur mon écran, je vous ai partagé mon petit PowerPoint. Donc on va parler, ça va être assez dense comme l'a dit Romain, hein, donc je vais essayer de certains sujets passer un petit peu plus vite que d'autres, mais comme je sais que c'est enregistré, vous pourrez revenir ultérieurement en fait hein, sur la plupart de ces slides. Et puis après, on répondra au maximum de questions. On en a déjà pas mal. N'hésitez pas à noter vos questions, hein. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de la spécificité de la fiscalité franco-américaine. C'est le but aujourd'hui, hein. Je ne vais pas vous parler que de la fiscalité américaine, hein. Le but, c'est vraiment quel est votre cas et d'avoir surtout beaucoup de cas particuliers en fonction de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et dans laquelle vous vous trouvez. Donc, Romain m'a déjà présenté. Bien évidemment, je vais vous parler en fonction des règles en vigueur aujourd'hui. Les lois peuvent changer, toujours changer à tout moment. On le sait, hein, la fiscalité est toujours est amenée à être en mouvement, que ce soit du côté français et du côté américain. Même si on a encore un petit peu de chance cette année, il n'y a pas de très gros changements. Il va falloir s'y attendre dans les 2 prochaines années. On risque d'avoir pas mal de changements au niveau de la fiscalité, que ce soit en France et aux États-Unis. Mais pour le moment, pas de gros changements. Donc, encore une fois, je vais vous parler de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, le 30 janvier. Donc, on va essayer de vous parler sous forme toujours, hein, comme on le fait de façon récurrente, sous forme de petits cas pratiques, avec une petite famille hein, qui habite à New York, en l'occurrence, hein, qui possède une maison en France et une maison également à New York, et qui a également des actions et des comptes en banque en France et à New York, et aussi également une assurance vie en France de ce côté. Donc, on va partir du principe que, bien évidemment, la famille bénéficie, choisit d'opter pour la convention fiscale qui a été signée entre la France et les États-Unis. Et j'y reviendrai à ce sujet-là tout à l'heure ultérieurement. Donc, on va parler maintenant depuis l'arrivée de la famille, on l'appelle la famille Jaffe aux États-Unis, depuis le moment où elle arrive aux États-Unis jusqu'à le moment de son départ, quelle va être la fiscalité qui va s'appliquer, que ce soit du côté américain, du côté français. Une première question qu'on va se poser, c'est Chantal et Martin qui sont arrivés au cours de l'été 2023. Est-ce qu'ils vont devoir déclarer des revenus du côté américain et payer des impôts? Alors, la réponse est souvent, bien évidemment, oui. Alors, ça va dépendre du statut
fiscale de la famille de Chantal et de Martin. Est-ce qu'ils sont résidents fiscaux américains ou pas pour cette première année? Mais bien évidemment, dans tous les cas de figure, il y aura une déclaration qu'il faudra établir du côté américain et également, bien sûr, du côté français. Donc, première règle qu'il faut connaître lorsque l'on est aux États-Unis, c'est la notion de résidence fiscale. Il y a différentes catégories de notions de résidence fiscale. La première catégorie, c'est si vous êtes titulaire d'un passeport américain ou d'une carte verte. De ce fait, vous allez être considéré automatiquement résident fisco-américain. Il y a une petite exception dans le cas de la carte verte, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Mais quoi qu'il arrive, si vous êtes citoyen américain, peu importe le nombre de jours que vous passez sur le sol américain, vous serez résident fisco-américain. Hein, c'est vraiment une règle très spécifique aux États-Unis. Hein, il n'y a que 2 pays dans le monde dont les États-Unis a pratiqué cette règle. Même en France, on n'applique pas cette règle. Hein, dès lors qu'on a un passeport français, on n'est pas taxé sur ses revenus mondiaux si on n'y habite pas. Aux États-Unis, on a un passeport américain. Même si on n'habite pas, on est redevable de déclarer et payer ses impôts aux États-Unis sur ses revenus mondiaux. Donc, bien connaître cette première règle-là. Deuxième règle, c'est une règle qui est un petit peu plus fastidieuse, qui est une règle de présence physique. On ne va pas regarder une notion de foyer familial, comme ça peut l'être en France, par exemple. On va regarder uniquement le critère de présence physique. Et pour compliquer un petit peu les choses, on va regarder combien de jours Chantal et Martin ont passé au cours de l'année de référence, donc en 2023. À ce nombre de jours, on va y rajouter un tiers du nombre de jours qu'a passé Chantal et Martin au cours de l'année 2022. Et à cela, on va y rajouter un sixième du nombre de jours que Martin et Chantal ont passé au cours de l'année 2021. Si la somme de ces 3 chiffres fait 183 jours, hein, est supérieure ou égale à 183 jours, alors Martin et Chantal sont résidents fisco-américains, peu importe leur statut d'immigration. Qu'ils aient un visa ou pas, techniquement, hein, c'est la présence physique que l'on va regarder. Donc, ce qui veut dire qu'une personne qui, en moyenne, passe un petit peu plus de 4 mois par an sur le sol américain, ben, en fait, au bout de 3 ans, en faisant cette règle mathématique, elle sera considérée comme résident fiscal américaine. Un des exemples souvent que je donne, c'est ce qu'on appelle les snowbirds. Vous savez, les snowbirds aux États-Unis, notamment, ce sont les Canadiens qui viennent souvent se réchauffer pendant l'hiver en Floride. Et ils passent en moyenne, comme l'hiver est très long au Canada, ils passent en moyenne plus de 4 mois par an sur le sol américain. En fait, ces gens-là, sans le savoir, ils sont résidents fiscaux américains. Alors, il y a des règles qui nous permettent justement de ne pas être résidents fiscaux de 2 pays. Hein, par exemple, ces Canadiens-là, grâce aux conventions, ils sont quand même protégés, mais ça ne dispense pas le fait qu'il faut déposer une déclaration fiscale aux États-Unis pour demander le bénéfice des exonérations de par les conventions fiscales qui existent entre les pays. Donc, faites bien attention à cela, à cette notion de résidence fiscale. Si vous venez régulièrement passer un séjour aux États-Unis et qu'au bout de 3 ans, en moyenne, vous passez plus de 4 mois, en droit interne américain, vous serez résident fiscaux américain. Bien faire attention à cette première notion de résidence fiscale. Maintenant, Martin et Chantal sont arrivés donc en cours d'année. Premier cas de figure, Martin et Chantal sont citoyens américains, ils ont la carte verte. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que du 1er janvier à la date d'installation aux États-Unis, Martin et Chantal seront considérés résidents fiscaux français, puisqu'ils y habitaient encore. Donc, ils vont devoir faire une déclaration de résidence en France du 1er janvier à leur date de départ du territoire français. Et du côté américain, qu'est-ce que je viens de vous évoquer? Un des rares cas, c'est quand on est citoyen américain, on est automatiquement résident fiscal. Donc, je suis toujours résident fiscal toute l'année, peu importe que j'ai habité ou pas sur le sol américain, je serai résident fiscal américain au cours de toute cette année-là. La seule différence qui va être, c'est que vis-à-vis du fisc français, je serai résident fiscal du 1er janvier à ma date de départ. Et à compter de ma date de départ de la France jusqu'à la fin de l'année, je serai considéré comme étant non résident fiscal français. Et donc, à ce titre, en France, je ferai une déclaration de revenus uniquement sur mes revenus qui restent taxables. On en parlera après, en tant que non-résident fiscal français. Je vous parlerai tout à l'heure de l'exception. Quand on a une carte verte, il y a une exception à la règle de résidence fiscale. Je vais vous en parler après tout à l'heure. Vous verrez que ce n'est pas parce qu'on a une carte verte qu'on sera automatiquement considéré comme étant résident fiscal américain grâce aux conventions fiscales qui ont été conclues entre la France et les États-Unis. Deuxième cas de figure pour Martin et Chantal, ils arrivent en cours d'année avec un visa de travail. Alors, je fais l'exception du visa étudiant de type F1 ou de stagiaire de type G1, qui est un visa particulier en termes de définition de résidence fiscale. Donc, je pars du principe que Martin et Chantal ont un visa, par exemple un visa L1, un visa H1 ou un visa E2, un visa d'investisseur, et qui vient de s'installer aux États-Unis. Là, ce sera, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la présence physique qui va prédominer. Si au 31 décembre de l'année d'arrivée de Martin et Chantal, 31 décembre 2023, Martin et Chantal ont passé plus de 183 jours,
avec la règle dont je vous ai évoqué tout à l'heure, hein, on y rajoute un tiers de l'année d'avant, un sixième de l'année N-2. Si Martin et Chantal ont dépassé 183 jours, alors ils seront considérés comme étant résidents fiscaux américains à partir de la date d'arrivée sur le sol américain. Donc, si Martin et Chantal sont arrivés au mois d'avril, du mois d'avril au mois de décembre, Martin et Chantal seront résidents fiscaux américains et devront déclarer leurs revenus mondiaux et payer un impôt sur ces revenus mondiaux. Du 1er janvier à la date d'arrivée aux États-Unis, ils seront non résidents. Du côté français, c'est le même principe qu'on avait tout à l'heure dans le cas d'une personne qui a un passeport américain. Du 1er janvier à la date de départ de la France, Martin et Chantal seront résidents fiscaux français. Donc, ils feront une déclaration sur les revenus mondiaux jusqu'à cette date. Et à partir de la date où ils ont quitté le sol français, ils seront considérés comme non résidents fiscaux français et ne seront redevables de déclarer uniquement un certain type de revenus de par la convention fiscale qui a été conclue entre nos deux pays. On en parlera tout à l'heure. Maintenant, pour l'année d'installation, si Martin et Chantal, ils ont toujours un visa, comme je viens de l'évoquer, mais ils ont passé moins de 183 jours en cours de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Martin et Chantal seront toujours considérés comme étant non résidents fiscaux américains pour toute cette année-là. Donc, du 1er janvier au 31 décembre, Martin et Chantal feront une déclaration de non-résident et seront taxables aux États-Unis uniquement sur les revenus de source américains. Pardon. En revanche, si Martin et Chantal, pour une certaine raison, souhaitent opter pour la résidence fiscale à compter de leur date d'installation, c'est possible. C'est-à-dire que Martin et Chantal arrivent au mois de septembre et veulent absolument ne plus être considérés comme étant résidents fiscaux français, pour plusieurs raisons, notamment pour l'impôt sur la fortune, puisqu'on regarde la situation au 31 décembre. Si Martin et Chantal veulent être considérés à compter de cette date d'arrivée aux États-Unis résidents fiscaux américains, ils peuvent opter pour la résidence fiscale. En revanche, il va falloir qu'ils prouvent au fisc américain qu'ils ont passé au moins 2 tiers de leur présence aux États-Unis depuis leur date d'arrivée. Si c'est le cas, c'est-à-dire que si Martin et Chantal, même s'ils sont arrivés au mois d'octobre, et qu'entre octobre et décembre, 2 tiers de leur temps a été passé sur le sol américain, ils peuvent faire l'option fiscale de dire je veux être considéré résident fiscal américain à compter du mois d'octobre, même si j'ai passé moins de 183 jours. Ça, c'est une option fiscale que l'on peut faire, hein, bien connaître ce côté. Maintenant, deuxième cas de figure, hein, la famille Jaffi décide de rentrer en France. Qu'est-ce qui va se passer en fonction de la situation de la famille Jaffi et de Martin et Chantal? Bien évidemment, ce qu'ils vont devoir faire l'année de départ, c'est toujours déclarer leurs revenus, hein. Peu importe la situation dans laquelle ils sont, résidents ou non résidents, il faudra faire une déclaration du côté américain. Premier cas de figure, on l'a vu tout à l'heure, Martin et Chantal, s'ils sont citoyens américains ou carte verte sans avoir demandé le bénéfice des conventions fiscales, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Martin et Chantal, ils sont résidents fiscaux américains, peu importe où ils habitent dans le monde. Donc, rien ne va changer pour Martin et Chantal. Du 1er janvier au 31 décembre, ils seront toujours résidents fiscaux américains, même si entre-temps, ils ont déménagé en France. En revanche, du côté français, là, ça va être l'inverse. Du 1er janvier à leur date d'arrivée en France, ils sont non résidents fiscaux français, donc assujettis uniquement sur une taxation sur un certain typologie de revenus français. Et à compter de leur date d'arrivée aux États-Unis jusqu'au 31 décembre de l'année, ils seront résidents fiscaux français et devront déclarer leurs revenus mondiaux en France. Ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, deuxième cas de figure, qui est un cas un peu particulier, qui est Martin et Chantal, en fait, ont une carte verte. Et pour certaines raisons, ils disent, moi, je veux garder ma carte verte, je vais rentrer en France et je veux garder ma carte verte. Il y a la possibilité, alors c'est ce qu'on appelle, dans le cas des conventions fiscales, la règle du tiebreaker, d'être considéré comme étant non résident fiscal américain, tout en gardant sa carte verte, en habitant sur le sol français. Pour cela, la condition qui est très importante, c'est d'être détenteur d'une carte verte depuis moins de 8 ans. Alors attention, une année entamée, une année coulée. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous parlais tout à l'heure de la notion d'exit tax. À partir du moment où on a plus de 8 années de carte verte, on est considéré comme étant un long-term resident, donc comme un citoyen américain en termes de fiscalité. En revanche, tant qu'on n'a pas atteint ces 8 années, et que pour une raison ou une autre, on décide de partir vivre en dehors du pays, dans un pays où il y a une convention fiscale, et que dans ce pays, on est considéré comme étant résident fiscal dans ce pays, donc en l'occurrence en France, de par l'article 4 de la Convention fiscale entre la France et les États-Unis, à l'exception d'être américain, on ne peut pas être résident fiscal de deux pays. Donc grâce à cette règle-là, je vais pouvoir être considéré comme étant non résident fiscal du côté américain et donc déclarer que mes revenus de source américaine depuis que j'ai quitté le sol américain, c'est quand même un sacré avantage. Je serai résident bien évidemment fiscal français, mais l'avantage, c'est que je ne serai plus taxé sur mes revenus mondiaux à compter de ma date d'installation en France. Alors attention,
il faut aussi être en règle du côté d'immigration, c'est-à-dire faire une demande aussi, ce qu'on appelle d'un re-entry permit, hein, ça c'est typiquement d'immigration, qu'il faut voir avec un avocat d'immigration, mais avec un titulaire d'un re-entry permit, vous avez la possibilité d'habiter plus de 183 jours en dehors du… Alors pendant une durée limitée, en règle générale, c'est 2 ans, voire 5 ans maximum, mais vous allez pouvoir habiter dans un autre pays, par exemple la France, passer plus de 6 mois en dehors du sol français, mais conserver votre carte verte pendant une certaine durée. Hein, donc ça vous permettra d'avoir plusieurs avantages, et notamment cet avantage fiscal-là. Donc soyez bien conscient qu'il y a cet avantage de la fiscalité, ce qu'on appelle la règle du tiebreaker, de pouvoir avoir la possibilité, si on a moins de 8 ans de carte verte, d'être considéré comme non-résident fiscal d'un point de vue de la fiscalité américaine à compter de la date où on quitte le territoire américain. La seule problématique dans tout cela, c'est qu'il faudra toujours déposer des déclarations fiscales du côté américain, quand on a une carte verte, pour faire le bénéfice de cette exemption de convention fiscale, mais il faudra quand même toujours déclarer, on en parlera tout à l'heure, ses comptes en banque, les sociétés qu'on détient à l'étranger, et par contre, on n'aura pas de fiscalité qui pourrait être handicapante dans un certain cas de figure. Hein, donc du coup, Martin et Chantal, ils ont cette règle, ce bénéfice de cette règle du tiebreaker. À partir du moment où ils quittent le territoire américain, plus résident fiscal américain, et ils deviendront résident fiscal français. Maintenant, on va vous parler, ça sera une autre cas de figure, vous allez me dire, bah voilà, et ça a été le cas pour certaines personnes, j'ai vu dans certains types de questions en préalable à la conférence, certains d'entre vous ont commencé à se poser la question, se dire, bah, à un moment donné, moi j'ai envie de peut-être prendre ma retraite, j'ai envie d'aller vivre en France, j'ai une carte verte où je suis citoyen américain, quid, qu'est-ce que je fais de cette carte verte d'être citoyen américain? Je la garde pas, sachant que comme je l'évoquais tout à l'heure, si on la garde, si on garde ce passeport américain ou cette carte verte, à l'exception de la règle que je viens de vous évoquer, si vous avez une carte verte depuis plus de 8 ans, ben on va devoir continuer à faire des déclarations fiscales aux États-Unis, être taxé sur ses revenus mondiaux aux États-Unis. Alors même si on aura les bénéfices des conventions fiscales pour éviter la double imposition, quand même, si dans certains cas, je paie moins d'impôts en France, le fisc américain me demandera de payer la différentielle parce que je suis américain. Donc, vous allez me dire, moi, j'ai envie de m'arrêter, de ne plus être américain, je ne reviendrai plus aux États-Unis. Je veux rendre ma carte verte ou mon passeport américain. Pour faire attention à une règle, il y a une règle qui existe qui s'appelle la règle de l'exit tax. Je vous ai évoqué tout à l'heure, si vous avez moins de 8 années de carte verte, vous pouvez rendre votre carte verte sans aucune conséquence fiscale. Mais attention, c'est moins de 8 années de carte verte. Une année écoulée est une année entamée. Et je mets ma carte verte en novembre, ça compte pour une année pleine. Je la rends en janvier, ça compte pour une année pleine. Donc techniquement, ça peut être quasiment 6 ans de détention de carte verte. Si vous êtes assez moins de 8 ans, vous pouvez rendre votre carte verte, aucune conséquence fiscale d'un point de vue américain, puisque vous ne serez pas considéré comme étant long-term resident. Donc, vous serez considéré comme non-résident fiscal à compter de la date où vous rendez votre carte verte. Il n'y aura pas d'exit tax. Deuxième cas de figure, ça fait plus de 8 ans que vous avez votre carte verte, ou vous avez un passeport américain, il n'y a pas de durée, c'est dès le premier jour que vous avez le passeport américain, et que vous souhaitez rendre ce passeport américain ou cette carte verte. Là, vous serez considéré comme étant long-term resident et vous serez considéré comme ce qu'on appelle une notion d'expatriate d'un point de vue fiscal américain. Qu'est-ce que ça veut dire la notion d'expatriate? Ça veut dire que vous avez plus de 8 ans de carte verte et que vous décidez, ou vous êtes américain, et que vous décidez de rendre ce passeport ou cette carte verte. Deuxième chose qu'on va regarder, je suis expatriate, pour voir si j'ai une exit tax éventuellement pas. Est-ce que je suis covered expatriate? Et un covered expatriate, c'est donc un expatrié, cette fameuse personne qui est soit titulaire d'un passeport américain qui souhaite rendre ou d'une carte verte qu'il a depuis plus de 8 ans. Et cette personne remplit l'un des 3 critères suivants. Premier critère, l'impôt en moyenne y payé au cours des 5 dernières années précédant l'année où il rend son passeport américain ou sa carte verte, donc 2023 et avant, il payait en moyenne par an 201 000 $ d'impôts. Je ne parle pas de revenus, je parle d'impôts. Donc en moyenne, je payais 201 000 $ d'impôts par an. En règle générale, c'est un peu plus compliqué à atteindre. Deuxième cas de figure, c'est au moment où on rend ce passeport ou cette carte verte, on va regarder votre net worth, l'actif net mondial, votre patrimoine net mondial. Donc, actif, moins passif, mais partout dans le monde, que ce soit en France, aux États-Unis, ailleurs, on va prendre tout ce que vous avez. Dans ce qu'on compte, on compte l'immobilier, on compte les actions, mais également on compte les plans de retraite. Donc, quand vous quittez le territoire américain, vous avez un 401k que vous avez accumulé toute votre vie, on peut l'atteindre. Souvent, on peut se dire, oh, je suis loin, mais si on rajoute le 401k que vous avez accumulé toute votre vie, plus une ou deux résidences, on peut l'atteindre. Alors, sachant que quand on est un couple, on fait x2, c'est 2 millions de dollars par personne. Troisième cas de figure, si ces deux cas de figure ne sont pas atteints, on va regarder, est-ce que vous êtes à jour de vos déclarations fiscales aux États-Unis au cours des 5 dernières années?
Vous allez me dire, oui, moi, je les dépose. Sauf qu'on va vous dire, attention, être à jour, ça veut dire soit avoir déposé des déclarations fiscales complètes ou incomplètes. Si vous avez déposé des déclarations erronées, on considère que vous n'êtes pas à jour. Exemple, j'ai une assurance vie en France que je n'ai jamais déclarée au fisc américain. Même si j'ai déposé mes déclarations fiscales, on est considéré ne pas être en règle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si votre patrimoine est inférieur à 2 millions de dollars, par exemple, vous avez une assurance vie qui vaut 200 000, le fisc américain va vous considérer comme un covered expatriate parce que vous n'êtes pas à jour de vos obligations fiscales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, covered expatriate? On va le voir après. Il y a des exceptions à cette règle, on ne va pas en parler forcément aujourd'hui, mais c'est souvent les exceptions, notamment pour les gens qui sont devenus américains un petit peu accidentellement, certaines personnes qui sont nées aux États-Unis, mais en fait qui n'ont jamais vécu. Donc, il y a des notions qui permettent d'être exonérés de ces plafonds, en fait. Et je ne vais pas y détailler ici aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être covered expatriate? Ça veut dire qu'on va vous mettre en place ce qu'on appelle une expatriation tax. On va dire ça en gros une exit tax. OK, rendez votre passeport, votre carte verte, mais en contrepartie, il va falloir payer quelque chose ou pas. Il va y avoir deux niveaux de taxation qu'on va regarder. Premier niveau de taxation, donc quand on est covered expatriate, on considère que c'est comme si vous liquidiez, le jour où vous vendez votre carte verte et ce passeport, tout votre patrimoine. Ça veut dire quoi, liquider tout son patrimoine? Ça fait comme si on le vendait en quelque sorte. Alors, c'est un peu paradoxal, mais en droit américain, c'est comme si vous, entre guillemets, vous décédiez. C'est comme si on liquidait tout votre patrimoine. Donc, on va regarder à cette date, à l'instant T, quelle est la valeur de votre patrimoine, la fair market value, au moment où vous vendez ce passeport, cette carte verte, et à combien vous l'avez acheté. J'ai une maison que j'avais en France. J'ai acheté 500 000, elle en vaut 1 million au moment où je vends ma carte verte, mon passeport. Donc, potentiellement, j'ai 500 000 dollars ou euros de plus-value latente. Vous allez me dire, oui, mais je ne l'ai pas vendu. Oui, oui, mais n'oubliez pas, dans l'esprit du fisc américain, c'est comme si on vendait tout, on liquidait tout son patrimoine, peu importe que ce soit réalisé ou pas. Donc, on va regarder tout ce que vous avez, les actions, combien j'ai acheté, combien elles valent. Donc, on va regarder tout cela et on va calculer l'intégralité, l'accumulation des plus-values. Si la somme de toutes ces plus-values latentes est supérieure à 866 000 dollars, on vous donne un abattement de 866 000 dollars, tout ce qui est au-dessus va être assujetti comme si c'était du capital gain. Donc, on va rajouter ça sur la déclaration fiscale américaine, que vous établissez comme chaque année, comme si c'était une plus-value réalisée, et vous serez assujetti aux impôts. Donc, si ça fait plus d'un an que vous avez ces biens-là ou ces actifs-là, vous serez taxé entre 15 et 23,8% sur ce patrimoine. Il y a des possibilités de demander des sursis, mais il faut donner des garanties derrière. C'est un peu compliqué de les obtenir. Ça, c'est le premier niveau de taxation. Le deuxième niveau de taxation, qui est là encore plus pénalisant, quand vous décidez de rentrer dans ce critère d'exit tax, d'expatriation tax, c'est qu'on va faire comme si vous liquidiez également tous vos revenus différés. Donc, dans revenus différés, ça peut être des stock options, mais surtout, ça peut être des retraites. Vous avez accumulé des retraites, des 401k, des IRA. Pour le fisc américain, même si légalement, j'insiste bien, vous n'avez pas l'âge, vous n'avez pas le droit de retirer cet argent, sinon vous avez des pénalités de 10%. Pour le fisc américain, c'est comme si vous liquidiez. Donc, le fisc américain va vous dire, OK, vous le rendez, et ben, vous devez payer d'un coup un impôt sur l'accumulation de ces retraites. Alors, imaginez la conséquence, c'est quand même assez colossal, surtout si on a accumulé des produits différés, comme des 401k, des traditional 401k ou des traditional IRA. Et ça, l'impact est assez important. Donc ça, il faut faire attention. Dans le cadre d'un 401k, on peut demander un sursis et de bénéficier, d'opter pour être taxé quand on va retirer cet argent. Mais il faudra donner un certain nombre de garanties, remplir un certain nombre de formulaires. Mais pour un ARS, ça, c'est pas possible. Donc, attention, ce qu'on va vous dire, vous devez payer un impôt maintenant si vous souhaitez, encore une fois, rendre ce passeport américain, cette carte verte, et que vous rentrez dans cette notion d'expatriation tax. Donc, il y a le formulaire qui est le formulaire 8054 qu'il faudra remplir. Donc, ça, ce sont les deux niveaux de taxation. Mais pour moi, il y a un niveau qui est encore plus important. Désolé, ça c'est, je vais peut-être vous achever là, mais c'est un niveau encore plus important. C'est que, imaginons que vous avez des enfants, des descendants, peu importe, enfin des enfants. Et vos enfants, eux, ils ont vécu toute leur vie aux États-Unis, ils disent, nous, on veut rester. Nous, on reste américain. On garde notre carte verte, on reste américain. Vous décidez de rentrer en France, pas de problème, mais nous, on y reste. Il y a une autre loi qui est punitive, enfin, c'est une loi, c'est une proposition de loi qui a été passée, mais qui est plus ou moins appliquée normalement, enfin maintenant. Elle dit la chose suivante. Une personne, un résident fiscal américain qui touche une donation ou une succession d'une personne qui est un covered expatriate, donc cette fameuse personne qui à un moment donné était soit citoyen américain, soit carte verte et qui a rendu ce passeport, doit faire l'objet d'une taxation sur les donations qu'il perçoit ou succession de ce covered expatriate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez qu'aujourd'hui, on a plus de 13 millions de dollars d'abattement quand on est citoyen américain sur ces successions donations.
j'ai un enfant aujourd'hui, je décide de lui donner aujourd'hui 1 million de dollars, je fais ma déclaration fiscale, mais je n'ai pas d'impôt à payer parce que j'ai ce fameux abattement de 13 millions de dollars en tant que citoyen américain. Si je rends mon passeport américain, je suis coréen expatriate, et que l'année prochaine, je décide de donner 1 million de dollars à mon fils, qui lui est resté résident américain, la taxation elle sera de 40% sur ce million de dollars, avec uniquement un abattement de 17 000 dollars. Donc attention là aussi, vous allez punir vos enfants sur ce que vous allez leur transmettre dans le futur à cause du fait que vous avez rendu ce passeport. Donc là aussi, il faut bien l'anticiper, il faut bien l'envisager. C'est possible, encore une fois, j'insiste, de rendre son passeport ou sa carte verte, mais il faut peut-être anticiper quelques années avant, de commencer à donner à ses enfants, à faire de la planification patrimoniale et de ne pas la rendre du jour au lendemain sans se rendre compte des conséquences fiscales que ça peut générer. Donc bien faire attention à ce genre de choses. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez rendu votre carte verte de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'autre cas de figure, c'est vous rentrez vivre en France et vous étiez aux États-Unis avec un visa de travail. Donc là, c'est assez simple, hein, c'est relativement simple. À partir du moment où vous quittez le territoire américain, vous ne serez plus considéré comme étant résident fiscal américain. Donc du 1er janvier à ma date de départ, je serai résident. À compter de ma date de départ jusqu'à la fin de l'année, je serai non résident fiscal américain. Et en France, ce sera l'inverse. Du 1er janvier à ma date d'installation, non résident. Et à compter de ma date d'installation jusqu'à la fin de l'année, je serai résident fiscal français. Alors attention, n'oubliez pas qu'il y a un certain nombre de démarches à accomplir, hein, du côté américain. Lorsqu'on quitte, normalement, on doit obtenir ce qu'on appelle un sailing permit. Alors, c'est un peu paradoxal, hein, c'est le droit de naviguer, c'est-à-dire le droit de quitter le sol américain. Vous êtes censé, en théorie, même si très peu de gens le font, vous êtes censé aller voir un bureau, l'administration fiscale américaine, prendre un rendez-vous avec un agent auprès des services du fisc américain, pour leur dire je vais partir dans 15 jours, rentrer définitivement vivre en France. Cet agent est censé vous calculer votre impôt définitif, s'assurer que vous avez bien acquitté votre impôt. S'il y a un différentiel, il va vous demander de venir avec un chèque certifié et il va vous donner ce fameux quitus fiscal qui vous dit vous avez un bon de sortie, vous êtes à jour de vos impôts et il n'y a pas de problème. Alors, beaucoup de gens ne le font pas. Moi, je trouve parfois c'est bien de le faire, surtout quand vous vous réinstallez en France et notamment vous devez prouver à votre banque que vous n'êtes plus résident fiscal français. Vous savez américain, pardon. Vous savez qu'en France, c'est très difficile quand vous avez un lien avec les États-Unis. Et si demain vous rentrez en cours d'année, beaucoup de banques, ils vont vous demander une preuve et la seule preuve que vous aurez, c'est quand vous allez faire votre dernière déclaration fiscale, qui sera une année qui suit. Or, avec cette fameux quitus d'administration américaine, c'est une preuve auprès des banques, notamment en France, qui vous permettront de dire, moi, vous devez me considérer comme un résident français et vous devez pouvoir m'ouvrir un compte en banque parce que j'ai plus rien à voir avec le fisc américain. Donc attention, donc ça, c'est un avantage que je trouve qui est quand même assez intéressant. Maintenant, on a parlé un petit peu du cheminement de la famille de Jaffy, entre l'arrivée, le départ en fonction de la situation, entre guillemets, carte verte, citoyen américain, présence physique. Maintenant, on va regarder sur quoi la famille de Martin Chantal va être taxée en fonction de l'endroit où elle est, quelle est la fiscalité qui va être applicable, en fonction du type de revenu et comment ça va marcher. Donc, premier cas de figure, Martin et Chantal, ils sont résidents fiscaux américains, comme je l'évoquais tout à l'heure. Taxation sur les revenus mondiaux, comme j'évoquais tout à l'heure, hein. Vous habitez aux États-Unis, vous êtes résident fiscal américain, vous devez déclarer vos revenus mondiaux. Vous êtes citoyen américain, vous habitez peu importe où, au milieu de l'Atlantique, vous naviguez, vous êtes résident fiscal américain et vous devez déclarer vos revenus mondiaux et être taxé sur vos revenus mondiaux. Vous n'êtes pas résident fiscal américain, comme c'est dans un certain nombre de cas pour Martin et Chantal. Là, vous devrez déclarer un certain nombre de revenus, être taxé aux États-Unis. Ce qui va rester taxable, ce sont ce qu'on appelle les revenus fonciers, les revenus locatifs. Si vous gardez un bien immobilier aux États-Unis, vous serez toujours redevable de payer un impôt aux États-Unis, que ce soit au niveau fédéral, mais également au niveau de l'État, hein. Attention à voir aussi l'impact de l'État. Aujourd'hui, je parle beaucoup de la fiscalité fédérale. En fonction de là où vous vous situez aujourd'hui, il faut bien regarder également l'impact des États, sachant qu'il y a à peu près la moitié des États qui ne reconnaissent pas les conventions fiscales. Donc, faites attention à cela également. Donc, je serai taxable toujours sur les revenus locatifs si j'ai un bien immobilier. Je serai taxable également sur la plus-value immobilière en tant que non-résident. Si je garde un bien immobilier aux États-Unis et que je le revends alors que je suis plus résident fiscal aux États-Unis, je resterai redevable de payer mes impôts aux États-Unis sur cette plus-value. Dans certains cas, sur des salaires également, hein, si je continue, je viens travailler régulièrement sur le sol américain en tant que non-résident, je devrais déclarer ces salaires et être taxé sur ces salaires. Et les dividendes également. Alors, les dividendes, ils font l'objet en fait d'une retenue à source libératoire de 15%. Vous ne pourrez pas être taxé plus de 15% en tant que non-résident, de par la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Maintenant, je me mets le chemin inverse. Martin et Chantal, ils sont résidents fiscaux français. N'oubliez pas, c'est le même principe, hein. Imposition sur les revenus mondiaux en France. La seule différence, comme j'insiste bien par rapport à tout à l'heure, c'est que
Si j'ai le passeport français et que j'habite aux États-Unis, je ne suis pas résident fiscal français, hein, attention, la France n'applique pas cette règle de taxer ses citoyens à l'étranger lorsqu'ils ne sont plus résidents fiscaux français, ce qui n'est pas le cas du fisc américain. Donc j'habite en France, je suis redevable de payer mes impôts sur mes revenus mondiaux en France parce que je suis résident français, peu importe ma situation de passeport français ou pas français. Donc ça, c'est ce qu'il faut connaître. Deuxième cas de figure, ce qui est peut-être le cas d'un certain d'entre vous aujourd'hui, vous habitez aux États-Unis, vous êtes non résident fiscaux français et vous avez un certain type de revenus. Et là, on va en parler un petit peu en détail également tout à l'heure. Premier cas de figure, c'est les revenus locatifs. Vous avez des revenus, ce qu'on appelle fonciers en France. Vous devez continuer à déclarer ces revenus fonciers en France en tant que non résident et vous devez payer. Alors, on dit souvent il y a un impôt minimum à payer, ce qui est vrai, hein. C'est-à-dire qu'en France, si vous ne demandez pas le bénéfice d'avoir un taux inférieur, je vous expliquerai dans quel cas ça se passe, vous devez payer minimum 20%. C'est-à-dire que même si vous avez 200 € de revenus locatifs taxables en France, vous allez payer au minimum 20% d'impôt en tant que non-résident, auxquels se rajouteront les prélèvements sociaux, qu'on appelle la CSG-CRDS, qui sont de 17,2. Donc ça fait 37,2% d'impôt minimum. Voire si vous êtes au-delà de 29 000 € de revenus locatifs, sur la fraction supérieure, c'est 30 plus 17,2% de revenus locatifs. La seule façon de pouvoir avoir un taux inférieur à ces taux-là, c'est de prouver à l'administration fiscale française que si vous étiez résident fiscaux américain, français, pardon, si vous étiez résident fiscaux français, vous payeriez en déclarant vos revenus mondiaux en France moins de 20% d'impôts. Donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il faut donner une copie de sa déclaration américaine au fisc français. Beaucoup de gens qui ne veulent pas le faire, mais donner une copie de votre déclaration américaine au fisc français et de leur montrer qu'en fait, votre taux d'impôt serait inférieur à 20%. Donc, si en leur démontrant que votre taux d'impôt, si vous étiez résident fiscaux français, en déclarant tous ces revenus américains, vous avez tous ces revenus mondiaux, vous auriez un taux inférieur à 20%, le fisc français, dans ce cas-là, vous appliquera ce taux. Donc, si j'arrive à 15%, il vous appliquerait 15%. Mais beaucoup de gens ne souhaitent pas donner à l'administration française, mais pour plusieurs raisons. Mais après, il n'y a pas de problématique à leur donner pour moi, mais certaines personnes ne veulent pas leur donner. Deuxième cas de figure, vous vendez un bien immobilier en France. On en parlera tout à l'heure en détail, mais là aussi, une taxation qui va aller au niveau de l'impôt sur le revenu entre 19 voire jusqu'à 25% d'impôt, auxquels se rajouteront toujours les 17,2% de prélèvements sociaux CSG, CRDS. Donc, on va en parler tout à l'heure plus en détail. Également, les revenus et les plus-values mobilières. C'est quoi les revenus et plus-values mobilières? Ce sont, si vous avez un portefeuille d'actions en France, vous vendez ces actions de par la convention fiscale, si vous êtes résident fiscaux américains, et si Martin et Chantal sont résidents fiscaux américains, taxation uniquement aux États-Unis, pas en France, hein, même si ce sont des actions françaises. Ça, c'est la convention fiscale qui le dit. Si vous touchez des dividendes de ces placements, de ces actions françaises, aujourd'hui, la règle interne en France, hein, c'est là, c'est même pas la convention fiscale, c'est le taux d'imposition pour un non-résident sur les dividendes qu'il perçoit, qu'il perçoit d'une société française, c'est maximum, enfin, c'est 12,8%. C'est forfaitaire, c'est 12,8% d'impôt. Avant, c'était, il y a très longtemps, c'était 25, voire même 30%. Là, maintenant, c'est 12,8% d'impôt de ce côté-là, quand on est non-résident, j'insiste bien, fiscal français. Les retraites et assurances vie, je vais vous en parler après. N'oubliez pas également que quand on est non-résident fiscal français, on reste, Martin et Chantal, reste assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière sur les biens immobiliers situés en France. Sur tout ce qui est en dehors, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune immobilière. Mais si vous gardez des biens immobiliers en France et que vous êtes au-delà des plafonds, c'est qu'en France, c'est 1 300 000 €, et ben, même en tant que non-résident fiscal, vous restez assujetti à l'impôt sur la fortune, mais c'est uniquement sur l'immobilier, bien évidemment, situé sur le territoire français. Alors maintenant, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on a des accords fiscaux, des conventions fiscales de non-double imposition? Parce que vous allez me dire, attendez, moi, je suis quand même dans une situation où je vais payer des deux côtés, qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, on a des conventions fiscales qui ont été conclues entre la France et les États-Unis, des très très bonnes conventions fiscales. La première, c'est celle dont je parle aujourd'hui, elle concerne l'impôt sur le revenu. Hein, elle a été amendée à plusieurs reprises et le dernier amendement en date de 2009. C'est une très bonne convention fiscale. On a une également sur les successions et donations, qui est une très bonne convention fiscale également, parce qu'il y a très très peu de pays, hein, il y a à peu près un peu moins d'une vingtaine de pays qui ont signé une convention fiscale sur les successions et donations avec les États-Unis. La France en fait partie. C'est une convention qui nous donne un certain nombre d'avantages également. Il y a l'accord de sécurité sociale. Alors lui, il va régir plutôt dans le cadre des cotisations et des points retraite, hein, les accords entre les deux pays. Il a été signé ce qu'on appelle le Totalization Agreement. Il a été signé en 87. Et enfin, on en parlera tout à l'heure pour conclure, il y a l'accord FATCA qui lui a été signé en 2013, qui régit l'obligation notamment des banques françaises à l'égard du fisc américain de déclarer
les comptes en banque que détiennent les résidents fiscaux américains en France. Et je vous en parlerai rapidement tout à l'heure. Donc, que dit l'accord fiscal entre la France et les États-Unis? Première règle, grand principe, c'est une convention de non-double imposition. Si je paie quelque part, on va me créditer au moins l'impôt que j'ai payé de mon impôt de l'autre côté. Donc, quand on est résident fiscal français, Martin et Chantal sont dans ce premier cas résidents fiscaux français, il va falloir distinguer deux typologies de revenus qu'on va avoir. Si Martin et Chantal, sur tout ce qui concerne les plus-values immobilières, les dividendes ou les intérêts que Martin et Chantal vont toucher qui proviennent des États-Unis, toujours, comme je l'ai dit, Martin et Chantal sont résidents fiscaux français, ils déclarent leurs revenus mondiaux en France. Par contre, ils vont déduire de l'impôt français qui va être calculé l'impôt qui a été payé aux États-Unis. On ne pourra jamais être supérieur, par contre, on ne pourra pas déduire plus, mais juste plafonner à l'impôt français. Si en revanche, Martin et Chantal perçoivent des salaires de source américaine ou des revenus locatifs américains sur des biens immobiliers, là, il y a un avantage assez important, c'est qu'il faudra toujours déclarer tous ces revenus locatifs et ces salaires en France, mais par contre, le crédit d'impôt qu'elle va accorder, octroyer le fisc français est l'impôt théorique français, même si vous ne le payez pas. Je donne un exemple, vous avez un bien immobilier qui est, par exemple, situé à New York. Ce bien immobilier, vous avez payé, grâce aux amortissements, 10% d'impôt à New York. Vous déclarez ce même bien immobilier sur la déclaration française. Le taux d'imposition en France est de 25%. Le fisc français vous donnera comme crédit d'impôt 25, même si vous avez payé 10. Donc, c'est un réel avantage de la convention fiscale. Ça revient souvent à dire que parfois, il vaut mieux investir, entre guillemets, sur des biens locatifs situés aux États-Unis qu'en France, parce que si j'avais mon bien en France, je paierais ces 25%. Là, du coup, même si j'ai payé moins aux États-Unis, le fisc français m'accordera ce crédit d'impôt français. À l'inverse, si vous êtes un résident fiscal américain, Martin Chantal habite à New York, il paye un impôt en France, c'est un peu plus simple, on ne distingue pas de catégorie de revenus, on va vous donner comme crédit d'impôt l'impôt qui a été payé en France. Alors, il y a des plafonds, il y a des calculs qui sont effectués. Encore une fois, ça va dépendre aussi du taux d'impôt que vous avez aux États-Unis. On va le plafonner, ce crédit d'impôt, mais vous pourrez déduire l'impôt que vous avez payé en France, en partie ou en totalité. Si maintenant vous êtes dans un cas de figure, ce qui pourra se produire pour vous, certains d'entre vous, le jour où vous rentrerez en France, que vous êtes citoyen américain, habitant en France, donc là vous aurez une situation de double résidence fiscale, comme j'ai évoqué tout à l'heure, à la fois résident fiscal français, mais également résident fiscal américain. Là, le fisc français, justement, pour éviter de pénaliser ces citoyens américains, accorde comme crédit d'impôt, presque sur l'intégralité des revenus, à l'exception des plus-values immobilières, un crédit d'impôt qui correspond à l'impôt français, ce qui vous permet d'effacer en grande partie l'impact fiscal en fait du côté français. Donc ça, c'est un avantage qui est quand même assez intéressant de ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer du côté des retraites? Parce qu'on a eu aussi beaucoup de questions, notamment sur les retraites. Qu'est-ce qui se passe sur les retraites? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. En temps normal, c'est vrai, on aurait tendance à se dire, ben voilà, lorsque je perçois une retraite, par exemple, je suis résident fiscal américain, je perçois une retraite française, la bonne logique des choses voudrait que je paye un impôt en France sur cette retraite. Cette même retraite, je la déclare aux États-Unis. Et si aux États-Unis, mon taux d'imposition est supérieur à l'impôt français, le différentiel, je paierai aux États-Unis. La convention fiscale nous donne un réel avantage et qui est vraiment très intéressant. C'est clair et limpide, c'est l'article 18 dit la chose suivante. Les produits de retraite sont taxables dans le lieu de cotisation. Et c'est une taxation unique et exclusive. Ça veut dire que du côté français, vous serez taxable en tant que non-résident. Pour rappel, en France, en moyenne, quand vous avez moins de 45 000 euros de retraite, vous êtes taxable en moyenne à 8% d'impôt. C'est 45 000 euros de retraite en France que je perçois, j'ai payé 8% d'impôt. Du côté américain, je ne vais pas les déclarer dans ma tranche d'imposition de la déclaration de revenus et je ne serai pas assujetti à un impôt complémentaire. C'est-à-dire que même si ma tranche d'imposition aux États-Unis est de 25%, le fisc américain ne va pas me demander de payer le différentiel entre les 25 et 8. Pourquoi? Parce que grâce à la convention fiscale, il y a deux choses. La première chose, il y a cette taxation, il y a cet article 18 qui dit qu'il y a une taxation exclusive. Il y a une deuxième notion dont il faut se renvoyer dans la convention fiscale, c'est l'article 29 qui dit que le principe de saving clause, alors c'est quoi saving clause en droit fiscal américain? C'est la possibilité pour le fisc américain de taxer un résident fiscal sur ses revenus mondiaux. Cette saving clause ne s'implique pas dans le cadre de l'article 18 et le paragraphe 1 de la convention fiscale, en l'occurrence sur les retraites. Donc le fisc américain, même si en droit interne, il pourrait le faire, convention fiscale, ça va au-dessus des lois internes. Grâce à la convention fiscale, la saving clause ne marche pas dans le cadre des retraites. Ça veut dire que je paierai que 8% d'impôt en France. Dans cet exemple-là, en ayant 45 000 euros de revenus, c'est tout. Et ça s'arrêtera là. Je n'aurai rien à payer aux États-Unis. Donc, c'est un réel avantage fiscal qu'il faut connaître
qu'on a grâce à la convention fiscale. Beaucoup de gens, en pensant bien faire, déclarent ces 45 000 sur déclaration américaine et du coup paient le différentiel en disant moi, j'ai 25% de tranche d'imposition aux États-Unis, j'ai payé 8 en France, je paie le complément. Non, il faut se renvoyer à l'article 29 de la convention fiscale qui permet justement de ne pas faire cela. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien connaître. Et la définition de la convention fiscale, on parle de produits de retraite ou autres rémunérations assimilées à des produits de retraite. Donc, ce n'est pas forcément des retraites que de la sécurité sociale française. Ça peut être, c'est toute typologie de rémunération qui rentre dans le cadre légal d'un produit de retraite en France. Donc, si c'est un produit de retraite en France, que ce soit Agirc, Arco, même retraite Madelin ou autre, ce sont des produits réglementés en France et avec l'appellation produit de retraite, ça rentrera dans le cadre de la convention fiscale, de cet avantage-là. Deuxième chose à connaître, c'est l'assurance vie et le plan d'épargne d'entreprise. L'assurance vie et le plan d'épargne d'entreprise, attention, une assurance vie pour le fisc américain est un produit de placement financier. Beaucoup de gens disent, j'ai une assurance vie en France, c'est super, je ne paie pas d'impôt en France, je vais exonérer d'impôt en France, même si les lois ont un petit peu changé dernièrement, mais je paie très peu d'impôts en France, je n'ai pas de problématique. Non, vous êtes résident fiscaux américain, les exemptions et les exonérations françaises ne sont pas reconnues quand on est résident fiscaux américain, ce qui est logique. Donc, un produit qui est défiscalisé en France, ce ne sera pas aux États-Unis. Donc, pour le fisc américain, j'ai un plan d'assurance vie, c'est comme si j'avais un brokerage de compte, un plan d'action. Et là, on va regarder à l'intérieur de cette assurance vie. Si c'est du fonds euro, je vais être taxé sur les intérêts chaque année. Vous allez me dire, oui, mais je ne liquide pas. Oui, mais les intérêts, ils sont perçus, ils sont réinvestis. Donc, ils sont crédités de votre compte. Donc, chaque année, je vais devoir payer les intérêts. Je vais devoir les déclarer sur un formulaire fiscal spécifique, le formulaire FATCA 8038, mon formulaire FBAR également. Si j'ai ce qu'on appelle les unités de compte, je rentrerai dans la définition de ce qu'on appelle le PIFIC, Passive Foreign Investment Companies. Et là, tant que je n'ai pas de mouvement dans ces unités de compte, ça va. Mais le jour où je liquide ces unités de compte, je suis taxé à la tranche maximale qui existe aux États-Unis, en l'occurrence 37%. Donc attention, pareil, certains d'entre vous, vous n'avez pas encore déménagé. Pensez bien à peut-être, sans forcément abandonner l'assurance vie, mais réallouer comment l'assurance vie est investie. Alors après, il peut y avoir des motifs économiques. Vous allez payer de l'impôt parce que vous avez un PIFIC à 37%, mais peut-être que le rendement net, même en payant d'impôt, sera toujours supérieur à si vous êtes en fonds euros. Donc là aussi, il faut regarder aussi la logique financière et pas la logique fiscale, bien évidemment. Parce que parfois, on va aller vite en disant en fiscalité, c'est pas bon, mais il faut regarder quel est le vrai rendement, même après avoir déduit l'impôt. Est-ce que c'est mieux de garder ces produits-là, même si je paye un impôt? Mais il faut quand même savoir cela. Idem pour les plans d'épargne d'entreprise. Attention, certains d'entre vous ont peut-être des plans d'épargne d'entreprise. Ce ne sont pas des plans de retraite, ce ne sont pas des plans d'épargne retraite, c'est des plans d'épargne d'entreprise. Eux, pareil, pour le fisc américain, c'est un placement financier. Donc, il faut déclarer chaque année dividende, les intérêts. S'il y a des reventes, bien évidemment, il faut s'assujettir à la plus-value aux États-Unis, mais aussi les déclarer sur les formulaires 8938, FBAR, et PIFIC 8621. Attention, si vous ne le faites pas, on en parlera tout à l'heure en conclusion, ça peut avoir un impact important. Autre cas de figure maintenant, on va se rendre spécifique sur Martin et Chantal, ils vendent leur maison qui est située en France. Ils vendent du patrimoine immobilier. Si la maison, c'est la résidence principale de Martin et Chantal, il n'y a pas de problématique vis-à-vis de la fiscalité française, puisque en France, quand on vend sa résidence principale, on est exonéré d'impôts. Sachant qu'il y a une règle en France qui a suite à un arrêt de jurisprudence, en France, on vous donne jusqu'à un an, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit votre départ, pour que ce soit toujours considéré comme étant votre résidence principale. Donc, même si vous partez, vous avez toujours un délai, un laps de temps qui vous permet de bénéficier de cet avantage fiscal en termes d'exemption. Deuxième cas de figure, c'est votre résidence secondaire où c'est mis en location. Si vous revendez, là, vous serez assujetti en France à un impôt sur la plus-value, bien évidemment, qui est calculé en euros. Cet impôt sur la plus-value nette taxable sera assujettie à l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. La somme des deux font 36,2%. Et si cette plus-value nette taxable est au-dessus de 50 000 euros, par tranche de 50 000 euros, on va vous rajouter 2% jusqu'à 6% de surtaxe maximale. Donc, quelqu'un qui fait plus de 200 000 euros de plus-value nette taxable, il pourra se retrouver à avoir 36,2% d'impôt plus 6%. En revanche, j'insiste que c'est une plus-value nette taxable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après l'application d'abattement qui existe en fiscalité française, il y a deux catégories d'abattement en fiscalité française. Première catégorie, c'est durée de détention. Dès lors que vous avez au moins 5 années de détention, on vous donne des abattements chaque année en termes de pourcentage, ce qui veut dire qu'au bout de 22 ans, vous ne payez plus d'impôt sur le revenu, vous payez juste la CSG-CRDS, 17,2 qui reste, et au bout de 30 ans, vous ne payez plus de CSG-CRDS. Mais chaque année, vous aurez un pourcentage d'abattement. Si vous vendez, par exemple, au bout de 10 ans, ce n'est pas 100% de la plus-value, vous aurez droit à un certain type d'abattement sur l'impôt sur le revenu et sur la CSG-CRDS.
Deuxième catégorie d'abattement, c'est qu'en France, quand on vend sa première résidence d'habitation, à partir du moment où on a quitté le territoire français, vous avez une exonération jusqu'à 150 000 euros sur la plus-value réalisée. Donc, ça marche aussi pour certains d'entre vous. Si vous avez quitté le territoire français, vous avez encore une résidence secondaire en France. Si vous la vendez et que vous n'avez jamais bénéficié de cet abattement, vous pouvez le faire et avoir cet abattement de 150 000 euros du côté français. Insistez bien parce que souvent, même certains notaires ou confrères en France, des notaires, pardon, ont parfois disent que cette règle s'applique uniquement aux membres de la communauté européenne, ce qui n'est pas le cas, ça s'applique aux gens aux membres, aux résidents qui font partie d'un pays qui a signé une convention fiscale avec la France, avec la France, et donc les États-Unis en font partie. Donc, on bénéficie de cet abattement-là également de 150 000 euros lorsqu'on la revend. Maintenant, du côté américain, Martin Chantal sur les résidents fiscaux américains, ils vendent leur maison située en France. Du côté français, ils ont payé leur impôt. Maintenant, on va dire du côté américain. Je vous ai dit, aux États-Unis, résidents fiscaux américains taxables sur ses revenus mondiaux. Là, ce qui va être un peu plus subtil, un peu plus complexe, il va falloir calculer la plus-value en dollars et au taux historique. Donc, je vais savoir à combien j'ai acheté ce bien et quel est le taux de change quand je l'ai acheté et à combien je vends ce bien et quel est le taux de change au moment où je le vends. Donc, on peut réaliser dans l'opération une plus-value ou une moins-value de change. Donc, on peut se retrouver avec une plus-value beaucoup plus grande ou une plus-value beaucoup plus petite. Donc, parfois, on va se dire, oh, j'ai assez payé d'impôts en France que j'ai payé le MAC, j'ai payé 36. Aux États-Unis, je paierai 23,8 maximum, on va dire 20% sans parler de native investment tax. Sauf que, en convertissant en dollars, on va avoir une plus-value beaucoup plus grande si on a réalisé un gain de change. À la fin, c'est ça qu'on va calculer, c'est combien j'ai réalisé de plus-value convertie en dollars. Attention à la subtilité également. Si certains d'entre vous, vous en avez hérité d'un bien immobilier en France, il faut voir comment vous en avez hérité. Si vous en avez hérité au travers d'une succession, c'est-à-dire qu'au décès de la personne, au décès de vos parents, par exemple, le droit fiscal américain et français est le même. C'est-à-dire qu'on réévalue la valeur du bien au prix du marché au moment de la succession. Ça veut dire que quand j'en ai hérité au moment du décès de la personne qui me l'a légué, ce bien, cette personne avait acheté 100 000, mais le bien en vaut 500 000, et que je revends le lendemain pour 500 000, je n'aurai pas de plus-value que ce soit en France et aux États-Unis parce qu'on réévalue la valeur du bien au prix du marché au moment du décès. En revanche, si j'en ai hérité par donation, là, c'est un calcul différent. En droit français, on réévalue toujours le bien, que ce soit en donation ou succession. Donc, j'ai acheté un bien, mes parents m'ont donné un bien qu'ils ont acheté 100 000, ils ont valé 500 000 au moment de la donation, je leur vends le lendemain 500 000, je n'ai pas de plus-value à payer, je n'ai pas d'impôt à payer en France. Mais du côté américain, il n'y a pas cette notion de step-up. Si on en hérite par donation, le bien que mes parents ont acheté 100 000, même si on valait 500 000 et que je leur vends le lendemain 500 000, j'aurai une plus-value de 400 000 parce que le fisc américain n'applique pas le step-up parce que j'en ai hérité du vivant de mes parents et que du coup, je vais regarder à combien mes parents l'avaient acheté pour calculer la plus-value. Donc, attention à cela également, à cette subtilité-là, pardon, qu'il faut connaître. Si c'était une résidence principale que vous revendez, même si la maison était en France, à partir du moment où c'était votre résidence principale au moins 2 ans au cours des 5 dernières années, vous bénéficiez toujours d'abattement pour la résidence principale des États-Unis, 250 000 $ si on est célibataire, 500 000 $ si on est marié. Et après, bien évidemment, sur la plus-value nette taxable, on paye un impôt en France, aux États-Unis, pardon, entre 15 et 23,8 maximum, si vous détenez ce bien depuis plus d'1 an, sachant que de l'impôt sur le revenu, des 15 et des 20, pas des 3,8, pour le moment, on peut déduire de l'impôt tous les impôts français, y compris la CSG CRDS, parce qu'on a depuis 2019, les prélèvements sociaux sont considérés comme un impôt dans le cadre de la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Toujours faites attention à l'impôt d'État, j'insiste, vous serez taxable dès le premier dollar si vous êtes dans un État. Vous devez déclarer bien évidemment ces revenus étrangers également. Donc là, pour le coup, il n'y aura pas de crédit d'impôt puisque les États n'accorderont pas de crédit d'impôt pour un impôt qui a été payé à l'étranger. Enfin, pour conclure avec les biens immobiliers, faites attention, si vous avez un prêt, alors ça peut paraître complètement absurde, mais quand on a un prêt qui est dans une devise différente de sa devise de référence, le dollar, et que ce prêt, on le liquide, on peut être assujetti à un gain de change ou une perte de change. Par exemple, demain, vous avez un bien, par exemple, de la même façon, une maison que vous avez revendue en France, vous aviez un prêt. Ce prêt, vous aviez un prêt de 100 000 € à l'époque. Quand vous avez contracté ce prêt, le taux de change était à 1,6, donc ça équivalait à 160 000 $ de prêt. Au moment où vous liquidez ce prêt-là, vous le remboursez en France, en euros, il est passé à 1,10, donc vous le liquidez pour 110 000 $. Le fisc américain va vous dire que vous avez réalisé une plus-value de change de 50 000 $. Ça peut vous paraître absurde, même si l'opération a été réalisée en euros, il faut qu'on rapporte tout en dollars
Et pour le fisc américain, on réalise une plus-value de change qui est complètement fictive, entre guillemets, hein, mais pour le fisc américain, elle est réelle. Donc faites attention à cela parce que là aussi, on a tendance à méconnaître cette règle-là fiscale. La FATCA, j'en ai parlé tout à l'heure, pour finir sur la FATCA. Faites attention à la FATCA. La FATCA, c'est l'obligation, j'insiste, des banques étrangères de déclarer les comptes en banque que détiennent des résidents fiscaux américains à l'étranger. Il y a 113 pays qui ont conclu cet accord. La plupart des pays, même les pays qui étaient des paradis fiscaux, la Suisse, tous ont conclu cet accord. La France en fait partie. Et elle oblige les banques françaises. Hein, alors normalement, il y a un principe de réciprocité qui, entre vous et moi, ne s'applique pas aujourd'hui, puisque en droit, le Sénat et la Cour des représentants ont refusé cette réciprocité, mais c'est un peu absurde parce que de l'autre côté, il faut quand même l'appliquer. Donc les banques françaises ont l'obligation de l'appliquer. Donc les banques françaises doivent envoyer de façon automatique, dès lors qu'on a des comptes qui dépassent 50 000 $, la exemption pour les livrets des plans d'épargne d'entreprise, mais ils ont l'obligation d'envoyer de façon automatique chaque année au fisc américain les données que possèdent les résidents fiscaux américains. Donc, on va envoyer quel est le montant de votre balance au 31 décembre, les revenus que vous avez touchés, les intérêts, les dividendes. Ça, la banque va l'envoyer. Alors, il y a une cellule à Bercy qui est dédiée à la FATCA qui rassemble toutes ces données et qui l'envoie de façon automatique au fisc américain sous forme de batch, en fait. Donc, faites attention, c'est un accord automatique de réciprocité. L'accord FATCA, il concerne à la fois les banques, mais également nous, en tant que résidents, en tant qu'entre guillemets contribuables, on a des obligations en cas de cette FATCA. Et l'obligation dans le cadre de la FATCA, c'est de déclarer tous les comptes financiers qu'on détient, dès lors que si on a un couple marié, ça dépasse 100 000 $ ou célibataire 50 000 $, tous les comptes qu'on détient à l'étranger. Dans les comptes, il y a des comptes bancaires, il y a les prêts qu'on peut donner à des membres de sa famille, il y a les plans d'épargne d'entreprise, il y a toutes les participations qu'on a dans les sociétés, il y a les plans de retraite également, les assurances vie. Donc attention à cela, on a l'obligation, nous, de le déclarer. Et quand je dis bien tout, c'est y compris les plans d'épargne et les plans d'épargne et livrets. Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais dans le cas de la FATCA, c'est exonéré. Non, non, c'est exonéré pour les banques. C'est les banques qui n'ont pas l'obligation d'envoyer au fisc américain. Nous, on a toujours l'obligation de la déclarer sur ce formulaire, qui est le formulaire 8938. Hein. Si on ne le fait pas, vous voyez à l'écran, il y a un certain nombre de pénalités qu'il va falloir payer. Le FBAR, qu'il faut faire également. Hein, le FBAR, c'est chaque année qu'on doit faire. Hein, au moment où on fait sa déclaration fiscale, c'est dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Alors, ce FBAR a quasiment toujours existé. Hein. Il existait bien avant même la FATCA. Et là, la règle, elle est plus restreinte. Dès lors que la somme de ces comptes en banque dépasse 10 000 $, il faut déclarer chacun des comptes. Mais attention, on va prendre pour chaque compte la balance maximale. Donc, même si vous n'aviez que 2 comptes en banque et que vous aviez 6 000 $ en tout, à partir du moment où vous avez fait des virements de compte à compte au cours d'année, on va dire en année 1, mon compte 1, j'avais la balance maximale de 6 000. Le compte 2, j'avais 6 000 à un moment donné de l'année. Donc, ça fait 12 000 pour la règle d'IFBAR. Alors que physiquement, j'ai que 6 000. Mais c'est la somme des balances maximales qu'on applique. Donc, faites attention, il faut bien les déclarer. Également, si on inclut tous les comptes dans lesquels vous avez une signature, mais également les comptes dans lesquels vous avez des signatures de société aussi, ou des sociétés que vous détenez à plus de 50%. On va considérer que c'est comme si c'était votre compte en banque. Si vous ne le faites pas, la pénalité peut être assez substantielle parce que si vous en sortez bien, c'est-à-dire que vous considérez que ce n'est pas intentionnel, mais sachez que pour le fisc américain, il y a 95% des cas, on va considérer que c'est intentionnel. Hein, mais la règle de je ne sais pas, ça n'existe pas aux États-Unis. Donc, on va pratiquer des pénalités maximales qui peuvent aller jusqu'à 50% de la balance par année d'omission. Même si en règle générale, il y a des courtes caisses qui vont plafonner à 50%, mais c'est 50% que vous n'avez pas déclaré. J'ai une assurance vie de 100 000 €, je ne l'ai pas déclaré. Potentiellement, c'est 50 000 € de pénalité par an. Donc, attention. Hein, on peut vous réclamer des pénalités colossales. Et bien évidemment, si c'est volontaire, cette omission, là, c'est du criminel. Donc, on a eu beaucoup de cas où il y avait des problématiques. Certains nombre de formulaires à pas connaître, il y a eu certaines questions. 35-20, c'est si vous touchez une donation, une succession d'un non-résident fiscal américain, et que cette donation dépasse 100 000 $ au cours de l'année, il faut le déclarer auprès du fisc américain. C'est une déclaration, mais il n'y a pas d'impôt à payer. Mais si vous ne le faites pas, potentiellement, c'est 25% la pénalité du montant que vous avez omis de déclarer. J'ai touché une donation de mes parents de 200 000 $, j'ai oublié de la déclarer, c'est 25% de pénalité que je peux avoir sur ces 200 000. Donc attention, hein, c'est juste une déclaration, mais il faut le faire l'année qui suit celle où vous avez touché cette donation. Donc au même moment, vous faites votre déclaration fiscale. Les 54 71 et 80-65 également, c'est quand vous détenez des sociétés familiales. À partir du moment où ces sociétés familiales sont contrôlées par la membre d'une même famille, hein, donc même s'il n'y avait que 5%,
va falloir déclarer les états financiers, les convertir sur des formulaires spécifiques. Par exemple, des SARL, ça va être ou des SA, ça va être plutôt des 5471, société AIS, ou des sociétés transparentes fiscalement comme des SCI, ça va être des 8865. Là, je vais devoir reproduire mes états financiers en format américain, donc ça peut être assez conséquent. Mais attention à la participation et à cette règle de société familiale, même si vous êtes minoritaire, il va falloir certainement le faire si c'est votre famille qui contrôle. L'EPIFIC également, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, la règle EPIFIC, c'est si vous détenez des fonds à l'étranger, des fonds, des placements des fonds, comme des SICAV, des fonds communs de placement, ou des unités de compte pour les assurances vie, il faut déclarer sur un formulaire spécifique qui s'appelle le 8621, ce type de placement. Pour conclure, comment on va rectifier sa déclaration? Vous allez avoir trois possibilités aujourd'hui pour rectifier votre déclaration. La première, qui est la plus populaire actuellement, qui est ce qu'on appelle la Streamline Filing Compliance Procedure. La deuxième, c'est une dealing point. Et la troisième, c'est un peu pas vu, pas pris, déclaration silencieuse, quoi disclosure. Donc, bien évidemment, surtout à ne pas recommander, donc je vous expliquerai pourquoi. Premier cas de figure, le streamline, c'est, ben voilà, j'ai oublié de déclarer mes assurances vie, j'ai oublié de déclarer des comptes à l'étranger, j'ai oublié de déclarer des revenus. Je vais faire ce rectificatif à condition que je sois de bonne foi. Donc, le fisc américain va vous dire pas de problème si ce n'est pas intentionnel. Je vais rectifier les déclarations d'impôt sur le revenu les 3 dernières années. Enfin, je déclare tous les revenus que j'ai oublié de déclarer. Et je vais devoir déclarer les comptes en banque des 6 dernières années. Donc, mes assurances vie, mes plans d'épargne d'entreprise, je vais les déclarer des 6 dernières années où je ne les ai pas déclarés. Si dans les 6 années-là, et je suis arrivé qu'il y a que 3 ans, bah, je vais faire que depuis que je suis arrivé aux États-Unis. Il n'y a pas de pénalité pour l'impôt sur le revenu. En revanche, pour les sommes que j'ai omis de déclarer dans le cadre des actifs financiers, par exemple une assurance vie, on va quand même me donner 5% de pénalité. Alors, ça peut vous paraître peut-être parfois beaucoup. Sur 100 000, ça peut représenter 5 000. Mais au moins, c'est mieux que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, payer 50% de pénalité. Hein. Et c'est un programme qui est un programme de l'IRS qui existe aujourd'hui. Alors, ça fait plusieurs alertes qu'on a reçues l'IRS qui nous disent à un moment donné ou à un autre, on l'arrêtera, puisque grâce à la FATCA, on reçoit les informations des banques, hein, l'étrangère. Donc, à un moment donné, ils vont se dire, il vaut mieux qu'on prenne 50% plutôt que de prendre 5%. Mais aujourd'hui, comme il y a eu un grand succès, ce programme-là, il reste ouvert. Mais est-ce qu'il restera ouvert indéfiniment? Je ne sais pas. Deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle le Delinquent Submission Procedure. Ça, il est possible uniquement que si vous n'avez pas omis de déclarer des revenus. Par exemple, vous avez un compte en banque en France qui n'a pas donné lieu d'intérêt, même 5 euros d'intérêt, où j'ai eu 0 euros d'intérêt, je peux me rectifier en faisant cette Delinquent Submission Procedure pour le FBAR et je ne paierai pas de pénalité, donc je ne paierai pas les 5%. Mais attention, ça ne marchera que si sur ce compte-là, je n'ai pas omis de déclarer des revenus aux États-Unis, au fisc américain. Et je vais rectifier pareil les 6 dernières années. Pour tous les autres formulaires, les 54-71 que j'évoquais tout à l'heure, quand j'ai des sociétés à l'étranger, où j'ai touché les donations, vous pouvez faire des déclarations également rectificatives sur les 6 dernières années, sauf que maintenant, depuis 3 ans, le fisc américain vous dit attention, on va vous mettre automatiquement des pénalités. Donc, comme j'ai dit, ça peut être quand même assez conséquent. Et c'est à vous de nous prouver votre bonne foi. Donc, il faut rentrer dans des courriers, il faut rentrer dans des batailles avec l'administration américaine, qui n'est pas le cas hein, dans le cas du Streamline dont j'évoquais tout à l'heure. Mais là, on vous appliquera des pénalités dans ce cadre-là et ce sera à vous de donner ce qu'on appelle une reasonable cause. Donc, faites attention à cela. Le dernier cas de figure, bien sûr, le quoi disclosure, le pas vu, pas pris, je le déclare à partir de maintenant. Je ne vous le recommande pas, il y a déjà une prescription de 6 ans. Sachez que vos banques en France, à partir du moment où elles savent que vous êtes résident fisco-américain, ils envoient les 6 dernières années au fisc américain. Donc, le fisc américain le saura. Et le jour où le fisc américain vous tombe dessus, là, c'est une faute intentionnelle. Donc, on peut vous prendre beaucoup d'argent. Je vous ai mis comme exemple un monsieur hein, qui a été condamné à payer plus de 100% de ce qu'il avait omis de déclarer. Donc, il avait en banque 1,5 million et il a eu 2 millions de dollars de pénalité. Pourquoi? Parce qu'il avait il avait fait lui-même ses déclarations. Et donc, on est parti du principe qu'il avait fait une omission intentionnelle. Et le fisc américain peut être pitié même malgré son âge. Donc, juste pour vous dire de faire assez attention. Donc, pour conclure, les dates, c'est important à connaître pour le calendrier. Le 15 avril, alors cette année, c'est 15 avril. Hein, il n'y a pas de state holiday ou autre, c'est 15 avril, la date limite, pour les résidents fiscaux américains. Pour les non-résidents, c'est le 17 juin. Si vous décidez de faire une demande de report de 6 mois, ce qu'on peut faire, hein, ce sera le 15 octobre l'année 2024. Et pour les non-résidents, jusqu'au 16 décembre de l'année 2024. Alors, du côté français, malheureusement, on n'a pas encore les dates limites, mais en règle générale, c'est au cours du mois de mai, hein, quand il faut faire ces déclarations de non-résidents ou de résidents. Mais en règle générale, nous, en tant que non-résidents, c'est plutôt du côté du mois de mai. Donc, du côté des déclarations françaises, il faudra qu'on attende encore quelques semaines pour avoir les déclarations, les dates officielles.
Voilà, donc je vous ai mis notre page de contact si vous avez des questions également. Et je sais que Romain, on va commencer à répondre aux questions. C'était dense, hein, donc vous avez dit que c'était dense. Donc, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on va répondre à des questions si tu as un peu de temps. Merci Olivier. C'est très complet et pile dans le timing des 60 minutes. Merci. Alors, il y a pas mal de questions, je pense. Les gens ont eu la réponse dans la présentation. Euh, je vais peut-être prendre quelques questions que j'ai vues qui sont assez d'ordre général. Nathalie nous demande, est-ce que vous pouvez nous renseigner sur les conventions fiscales entre les États-Unis et le Canada? Ah bah oui, oui, il y a des conventions qui sont de la même façon, qui ont été conclues en fait de non-double imposition. Alors les conventions fiscales sont un petit peu calquées, plus ou moins les mêmes en règle générale, c'est ce qu'on appelle les conventions de l'OCDE. Donc oui, oui, ça on peut vous aider là-dessus, bien sûr. Mais il y a des conventions fiscales qui ont été conclues de la même façon que celles qui ont été conclues avec la France. Parfait. Euh, alors, j'avais vu une autre question. Quelle est la fiscalité? Donc, c'est une question de Magali. Quelle est la fiscalité américaine sur les assurances-vie détenues en France? Tu en as parlé. Est-ce que tu peux juste redonner un petit peu Oui, d'infos là-dessus? alors voilà, alors je rappelle, quand on a des assurances vie en France, alors il va falloir regarder comment ces assurances vie sont investies. Deux cas de figure, c'est des fonds euros. Donc, chaque année, les fonds euros, en fait, on touche des intérêts. Donc, il va falloir déclarer ces intérêts aux États-Unis et payer comme si on touchait des intérêts d'un compte en banque. Donc, il faudra payer un impôt là-dessus. Ça, c'est le premier cas de figure en termes d'impôt. Deuxième cas de figure, c'est si on a des unités de compte, ce qu'on appelle les UC, hein, dans les placements d'assurance vie. Tant que ces unités de compte ne sont pas vendues, il n'y a pas de fiscalité. Le jour où elles sont vendues, la fiscalité sera au minimum de 37%, qui est la fiscalité maximale. Donc, la plus-value qui sera réalisée dans le cadre de cette opération sera taxée à 37%. Ça, c'est la fiscalité. Puis, il faut déclarer ses assurances-vie, comme j'ai évoqué, sur son formulaire FATCA 8938, sur le formulaire FBAR 114, dès lors qu'on dépasse les plafonds que j'ai évoqués tout à l'heure, et parfois même sur le formulaire 8621 si c'est des unités de compte. Donc, fiscalité sur les intérêts d'assurance vie si c'est du fonds euro, fiscalité quand on liquide des unités de compte et déclaration de ces assurances vie sur les formulaires FBAR et FATCA. Il y a Hélène qui nous demande si on revient en France après avoir travaillé aux US pendant 20 ans, est-ce que la France va nous taxer sur la retraite américaine? Non, alors c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, grâce à la convention fiscale, à l'article 18, hein, on va avoir ce qui va se passer du côté français. Alors ça va être l'inverse que ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce qui va se passer du côté français, c'est qu'on va devoir on sera exonéré d'impôts grâce à la convention fiscale. Donc, la France ne va pas nous taxer sur les retraites américaines qu'on a perçues, à la fois au niveau de l'impôt sur le revenu et de la CSG-CRDS d'ailleurs, hein, ça c'est équivaut pour les deux. La seule chose où on serait un petit peu handicapé, c'est que pour calculer le taux d'imposition qui va s'appliquer en France sur les revenus français qui restent taxables, on va prendre tous les revenus, y compris les retraites américaines. Par exemple, je touche une retraite américaine de 50 000 euros, j'ai une retraite française de 50 000 euros. Je ne vais pas payer en France d'impôt sur les 50 000 euros de retraite américaine. En revanche, pour calculer mon taux d'impôt sur les 50 000 euros de retraite française que j'ai en France, on va prendre comme taux d'imposition le tax bracket qui correspond aux 100 000 euros, en prenant en fait en compte les comptes américains. Donc, on aura un petit frottement fiscal, mais pour répondre à la question, à proprement parler, en impôt, on ne sera pas taxable aux États-Unis, en France, sur les retraites américaines que l'on perçoit avant la retraite. Par contre, on sera taxable toujours aux États-Unis, à ne pas oublier. Il y a Sylvie qui nous demande, est-ce qu'il est possible d'avoir une copie de ce que les institutions françaises envoient au fisc américain? En règle générale, la copie, c'est. Oh bah, vous pouvez leur demander, hein, mais la copie, elle est assez simple. Tout dépend du montant, puisque c'est des règles hein, qui le font. Mais ils vont envoyer comme information, de toute façon, votre numéro de sécurité sociale, puisqu'ils sont censés vous avoir fait remplir un W9. Donc, votre nom, votre prénom, votre adresse que vous avez indiqué sur la W9, qu'ils ont dû vous faire remplir, numéro de sécurité sociale, la balance que vous avez au 31 décembre de l'année. Si elle dépasse. Alors, si c'est plus de 50 000 euros, on va vous mettre la balance, les revenus et les intérêts. Si c'est plus de 1 million d'euros, enfin de dollars, pardon, parce que c'est en dollars. Si c'est plus d'un million de dollars, on va envoyer l'intégralité des transactions que vous avez réalisées au cours de l'année au fisc américain. Donc ça, c'est une obligation. Donc après, vous pouvez toujours demander à la banque, mais je ne suis pas sûr qu'ils vous donnent une copie de ce qu'ils envoient. Je suis quasiment sûr que non. Mais c'est ça qu'ils vont envoyer de par les obligations qu'elles ont en fait vis-à-vis du fisc américain. Voilà, on va encore peut-être se donner peut-être 10 minutes de Oui, questions-réponses, ça te va? pardon. Ouais, pas de Euh, problème. je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont rejoint entre-temps, tout ça c'est enregistré, c'est disponible sur French Morning
que ce soit sur notre chaîne YouTube, sur LinkedIn et aussi sur Facebook. Vous recevrez aussi un mail dans 24 heures avec le replay. Donc n'hésitez pas à aller voir le replay si jamais il vous manque des informations. Euh, il y avait une question de Charlotte. Bonjour Charlotte. Les revenus retraite issus d'un 401(k) ou IRA sont taxés au taux américain, même si on a la double nationalité, revenu en France et devenu résident fiscal en France. Est-ce que c'est correct? Dans cette optique, est-ce qu'il est conseillé de convertir un IRA en Roth IRA? Alors, c'est correct, Charlotte, dans le principe, hein, c'est-à-dire que convention fiscale, retraite taxée dans le lieu de cotisation. Donc, 401(k) IRA, c'est lieu de cotisation, c'est les États-Unis, même si je suis résident fiscal français. Donc, taxé uniquement, exclusivement aux États-Unis. Alors, comme je viens d'évoquer, en France, il n'y aura pas une taxation, mais on intégrera ces IRA et ces 401(k) pour calculer sa tranche d'imposition en France qui restera applicable sur les revenus français. Mais l'analyse est correcte. Convertir sur le Roth, pourquoi pas? Alors, il y a quand même toujours un flou un petit peu de ce côté-là, je ne le cache pas, parce que le Roth, en théorie, c'est pas un produit structurellement, fiscalement, qui est différent forcément du traditional. Mais pour le moment, disons qu'en droit interne français, si on interprétait en droit interne français, il ne devrait pas être reconnu dans la convention fiscale. Mais pour le moment, les interprétations, les réponses qu'on a eues notamment d'un certain nombre de personnes, parce qu'il y a eu des questions qui ont été posées au Sénat là-dessus, ça a été la réponse du fisc global français, ça a été non, pour nous les Ross, c'est comme un IRA, donc en fait, c'est exonéré d'impôts en France dans notre interprétation. Donc, c'est taxé uniquement aux États-Unis. Donc, dans l'absolu, j'aurais tendance à dire pourquoi pas de convertir en Ross, parce que ça peut être intéressant, effectivement, là, plutôt du côté américain, dans la mesure où le fisc français reconnaît bien que c'est toujours dans le cas de l'article 18. Par exemple, nous, on a fait une demande, ce qu'on appelle en France, hein, quand vous faites une demande de position fiscale auprès du gouvernement, de l'administration fiscale française, vous demandez ce qu'on appelle un rescrit. Nous, on a fait une demande de rescrit sur le ROS et ça fait plus de 2 ans dont on n'a pas eu de réponse toujours. Donc, pour vous montrer un petit peu que c'est pas quand même tout à fait clair, mais le seul texte officiel que j'ai eu, c'est juste une réponse à une question qui avait été posée, je crois, dans le cadre d'une commission sénatoriale. C'était cette réponse que pour le fisc français, partir du principe qu'un ROS rentrait dans le cadre d'un plan de retraite classique de la convention fiscale, ce qui voudrait dire que taxation uniquement du côté américain. Donc, pour répondre à la question à Charlotte, oui, dans ce cas-là, c'est peut-être intéressant de convertir au ROS. Merci Olivier. Euh, Question de Laurent. Comment le fisc français traite-t-il les trusts révocables américains en cas de résidence fiscale française? Ah, ça c'est une bonne question. Alors il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut savoir que le trust révocable, de toute façon, n'est pas reconnu hein, vis-à-vis de la France, hein, à proprement parler. Donc il y a deux choses. Bon, par définition, de toute façon, il est révocable. Donc vis-à-vis de la France et des États-Unis, ça ne change rien. Il y a deux choses qu'il faut savoir hein, au niveau du trust, c'est qu'il faut le déclarer chaque année, faire une déclaration de ce trust auprès du fisc français. Donc, il ne faut pas oublier de le faire, hein. Il faut déclarer un certain nombre de renseignements, notamment quand le settlor ou le bénéficiaire est en France, il faut faire des déclarations relatives au trust en France. Après, si vous arrive quelque chose, il faut savoir que de toute façon, comme c'est un trust révocable, quoi qu'il arrive, on considère que c'est votre patrimoine à vous. Le seul risque qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'administration française, s'il y avait un risque, et là c'est pareil, on n'a pas une position toujours très claire là-dessus, mais c'est que la France considère qu'en fait, si vous arrive quelque chose, ce trust soit assujetti non pas à une taxation de 60% en fait, qui est la tranche marginale, parce qu'on partirait du principe qu'il n'y a pas lien de parenté, parce que c'est dans un trust et le risque c'est d'être taxé à la tranche marginale. Donc, si demain vous souhaitez rentrer en France, moi personnellement, je ne vois pas l'intérêt de garder un trust révocable, d'autant plus qu'il n'y a pas d'avantages spécifiques fiscaux vis-à-vis de l'administration fiscale américaine, hein, puisque c'est un trust révocable. Donc, moi, je ne vois pas l'intérêt de garder un trust révocable si demain vous rentrez en France. Il y a peut-être d'autres véhicules à utiliser, mais c'est pas ma recommandation parce que c'est lourd en termes d'administratif et potentiellement, ça peut faire l'objet d'une fiscalité plus lourde en cas de décès. Donc, moi, je ne vous le recommande pas. Et en plus, c'est facile à défaire. Donc, il vaut mieux pas garder un trust révocable si vous rentrez en France. Tiens, on a une bonne question de Hélène. Est-ce qu'on peut engager Jade et à quel prix pour nous aider à faire nos taxes?
Voilà. Est-ce que vous Alors, pouvez nous c'est une bonne question, Hélène. Merci de la question. Alors après, c'est dire annuellement? oui, Voilà. alors nous, en fait, on fonctionne en termes de formulaire. On a une grille de prix. Alors, malheureusement, je l'ai pas en tête, je suis désolé, mais ça, on pourra vous la faire parvenir. En fait, on a une grille de prix et c'est en fonction du type de formulaire. Donc, plus la déclaration est simple, bien évidemment, moins elle est coûteuse. Plus elle est complexe, comme là, je viens d'évoquer, plus elle sera coûteuse. Donc, c'est vraiment au type de formulaire. C'est pas à l'heure ou quoi que ce soit. On travaille au formulaire. Donc, c'est un forfait à l'année. Donc, c'est au moment où on fait votre déclaration fiscale américaine. On vous demandera d'être rétrocédé en termes d'honoraires, mais ça va dépendre en fait du type de formulaire. Donc en fait, on va regarder, on va analyser qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez comme formulaire. On va vous envoyer une grille de prix qu'on a, hein, qui est fixe, qui est déterminée, et on vous donnera en fait à ce moment-là nos honoraires. Mais pour répondre à la question, oui, on peut faire on fait les déclarations fiscales individuelles et on a 10 bureaux aux États-Unis, 10 bureaux physiques aux États-Unis où on peut vous aider également. Alors, on a une question de Nicolas qui m'intéresse parce qu'on fait un webinaire dans 15 jours sur la nue propriété Ouais. avec un acteur majeur en France. Et Nicolas nous demande, donc il nous dit il a eu une donation d'un appartement en tant que nu propriétaire en France, donc de ses parents. Est-ce qu'il faut le déclarer à l'IRS? Oui, absolument. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus, d'ailleurs, on m'a demandé quel était plus ou moins l'équivalent, parce que vous savez que, à part en Louisiane, où cette notion existe d'ailleurs, de nue propriété et d'usufruit, cette notion n'est pas reconnue en tant que telle par le fisc américain. La seule position qu'on a plus ou moins, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle un life estate aux États-Unis, hein, s'il fallait donner une signification à ce titre de démembrement. Mais pour répondre à votre question, nue propriété, c'est un droit que vous allez, alors même si c'est un droit futur, c'est un droit que vous avez perçu. Et donc, à ce titre, il faut le déclarer dans le fameux formulaire dont je l'ai évoqué tout à l'heure, le 3520, dès lors que ce droit est au-dessus de 100 000 dollars. Si vous avez hérité par donation de la nue propriété, si ce montant est supérieur à 100 000 dollars, il faut le déclarer dans le formulaire 3520. Encore une fois, il y a rien à payer comme impôt, hein, puisque ça vient d'un non-résident, mais par contre, il faut le déclarer. Et même si c'est un droit futur, hein, c'est ce qu'on appelle un gift of future interest, plus ou moins dans l'équivalent en droit américain, la nue propriété, un future interest, ce qui est le cas d'un life estate aux États-Unis, on doit le déclarer et c'est considéré comme une donation. Donc, il faut le déclarer sur les formulaires fiscaux à proprement parler. Donc, oui, il faut le faire. Il faudra faire, si c'est au-dessus de 100 000 dollars, il faudra le faire sur 35 mois. Absolument. Voilà, donc ça marche pour les nues propriétés, mais ça marche aussi pour tous les héritages. Absolument. Ouais. Tous les héritages que vous percevez d'un non-résident, que ce soit d'héritage de nue propriété, que ce soit héritage de cash, également faites attention quand l'usufruitier décède, là aussi d'un point de vue américain, on considère que c'est à ce moment-là qu'il y a une succession totale. Donc ce qu'il faudra faire au moment où l'usufruitier va décéder, il faudra valoriser l'intégralité du bien et redéclarer ce bien-là dans une 35-20 si c'est au-dessus de 100 000 dollars. Hein. Donc il faut bien faire attention parce que souvent, quand l'usufruitier décède, ça ne figure pas forcément sur l'acte de succession en France, en tout cas la valorisation. Vous, il vous le faut, parce que ça pourra avoir un impact fiscal en cas de revente dans le futur au niveau des plus-values. Donc, il faut que vous fassiez cette valorisation et le déclarer dans le 35-20, au même titre qu'il faudra déclarer tout ce que vous allez hériter dans le cas d'une succession ou d'une donation. Donc, si quelqu'un vous fait une donation d'argent ou une donation de biens immobiliers, d'actions, il faut aussi le déclarer sur ce fameux 35-20 quand ça provient d'un non-résident, absolument. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question de Sabine aussi en même temps. Et Sabine avait une autre question. Est-ce que Jade a un bureau à Washington, D.C.? Oui, absolument. On a un bureau à Bethesda. Oui, tout à fait. Alors, Christine nous demande, peut-on avoir une consultation avec vous-même? C'est Monsieur Sureau. J'ai la double nationalité, elle vit en Californie, elle envisage d'acheter un bien en France. Elle a vraiment besoin de conseils pour comprendre toutes les options. Il n'y a pas de problème. Vous nous écrivez un email, on vous calera une consultation. On vous calera une consultation. Il n'y a aucun problème. Doit-on déclarer les comptes sur lesquels on a une procuration? Question de Nathalie. Oui, très bonne question, Nathalie. Il faut déclarer tous les comptes dans lesquels vous avez une autorité. Donc, ça peut être une procuration, mais c'est également les comptes des mineurs, puisque par défaut, quand vous avez un mineur, votre enfant, par exemple, hein, il est par défaut, il n'a pas l'autorité légale. Donc, on considère que c'est comme si vous avez une autorité, même si officiellement, vous n'avez pas une procuration. Donc, il faut déclarer les comptes en banque que vous avez par procuration ou de vos enfants. Parfait. Euh, je
pense on va peut-être prendre une dernière question. Euh, allez, Philippe qui nous demande, donc en dessous de 50 000 euros, une banque française n'envoie rien au fisc. Bah, normalement, oui, absolument. C'est dans le cadre de la FATCA. Américain, au fisc américain. Oui, effectivement, dans le cadre de la FATCA, oui, moins de 50 000, sauf si il y a une demande de renseignement, bien sûr. Mais moins de 50 000, la limite, oui, moins de 50 000. Alors attention, hein, si vous avez trois comptes en banque et que ça dépasse les 50 000, le fisc, les banques vont certainement envoyer l'information parce qu'ils cumuleront les trois. En partant du principe, ça fait 50 000. Donc, si vous dites vous allez ouvrir trois comptes, ça marchera pas non plus, hein. Parfait. Bon, je pense que c'est pas mal. On a répondu vraiment aux questions les plus générales. Je vous invite, peut-être Olivier, si tu veux remettre à l'écran, je crois que tu avais des contacts. Ouais, je vais en mettre tout de suite. Et puis, Maintenant, vous voyez la page de contact, hein, c'est la page de contact et on vous en reverra en fonction, de toute façon au bureau également, en fonction de la situation où vous êtes. Ça, c'est notre email qu'on reçoit en direct nous et nous, on va vous redispatcher si vous, en fonction de vos besoins dans un des bureaux, hein. Vous avez les bureaux qu'on a à l'écran en haut. Donc, on vous redispatchera en fonction des besoins que vous avez, sauf si vous avez besoin d'une consultation, bien sûr. Mais si ce sont des déclarations fiscales, on vous en enverra au bureau, on vous introduira au bureau en question, hein. Je sais que Richard a pas mal de questions, j'ai vu sur les retraites, que Richard, n'hésitez pas à nous contacter également, hein. C'est simple, ça paraît pas simple, mais c'est quand même très simple avec la convention fiscale. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on vous dirigera. parfait. Donc peut-être les gens peuvent mettre le bureau ou la ville dans laquelle ils habitent quand Oui, ils alors enregistrent. vous avez deux possibilités. Sinon, vous allez directement sur notre site internet et vous cliquez sur la page du bureau et ça vous renverra la page de contact de notre bureau également. Vous avez ça comme possibilité. Tu as raison, Romain, c'est peut-être même plus simple si vous souhaitez. Vous allez sur notre site internet, ja-fiducia.com, vous allez dans la page de contact et on vous dira en fonction vous avez la possibilité de mettre quel bureau, où vous habitez, quel bureau et ça va envoyer directement notre bureau, dans notre bureau. Parfait, magnifique. Euh, on va clôturer là. Alors, je vais quand même montrer, parce que je reçois encore souvent pas mal d'emails. Quand vous allez sur French Morning, vous descendez, donc là je suis sur la page d'accueil, vous allez tout en bas, et là vous cliquez sur webinaire, et là vous revoyez tous les replays de tous les webinaires des mois, années précédentes. Donc vous pouvez simplement les revoir aussi, tout simplement. Donc en bas de la page d'accueil, et là vous avez accès à tous les webinaires. Voilà. Merci Olivier. Romain, Bonne chance pour cette saison fiscale. merci. Et, j'espère que tu viendras à nouveau nous informer dans les prochains semestres. Je crois qu'on a pas mal de sujets retraite, Ouais. notamment prévus. Donc, on te retrouvera à ce moment-là. Pour ceux que ça intéresse, la semaine prochaine, on fait un webinaire sur acheter de l'immobilier à Washington, D.C. S'il y a des gens que ça intéresse, il y aura une invitation qui va partir demain. Et puis sinon, ben, je vous dis à bientôt et encore bonne année. Voilà. À bientôt sur French Morning. Merci. Merci encore. Au revoir. Au revoir.